Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Alors aujourd'hui, il y a une élection cruciale en France, c'est le deuxième tour des législatives. On s'est dit que c'était l'occasion de faire un peu l'état des lieux politiques avec S en France. Et donc j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir mon ami Mola Taïzout, qui est un militant de gauche. Il a été le suppléant de Madame Mathilde Panot durant la législative de 2017, si je dis bien les choses. Mola, bienvenue. Bonjour à tous et toutes, Azul Flaouen. Merci Youssef de l'invitation. D'abord je voudrais dire que ça me fait vraiment plaisir de venir discuter aujourd'hui avec toi et les amis, parce que même si je ne suis pas venu souvent à cette rencontre, je trouve que je voulais te féliciter, te rendre hommage pour la ténacité et la volonté que tu as montrée à faire vivre cet espace depuis des années de réflexion, de discussion, évidemment dédiée aux problématiques liées à l'Algérie, à l'Amazie, au monde amazigh, mais dans un esprit d'ouverture sur le monde. Et effectivement, aujourd'hui, la discussion, le moment que tu dis là, que nous vivons là, avec les élections législatives en France est un moment lourd de conséquences qui nous interpelle en tant qu'habitants de la France, mais d'abord aussi en tant que aussi plus largement être humain. On a, je pense, on n'a jamais été aussi fort. On en parlait tout à l'heure, je parle des Algériens, des Kabyles, etc., que quand on liait notre situation, nos combats, à tous les combats démocratiques sur la planète. Voilà. Absolument, je partage entièrement ton point de vue. Donc la France s'est réveillée un peu déboussolée dès que le président avait décidé de dissoudre l'Assemblée. Donc visiblement très peu de gens étaient au courant de cette initiative. Et donc de fait il y a une organisation d'une législative un peu précipitée. Donc nous avons vécu la semaine passée le premier tour et le Rassemblement national a été quand même placé à la première place la semaine prochaine, mais il semble que ce ne sera pas le cas aujourd'hui, puisque c'est une élection à deux tours, donc il y a la possibilité de faire des barrages ici et là. Alors, est-ce que, à ton avis, le Rassemblement national peut avoir la majorité absolue aujourd'hui? Je ne suis pas devin. Ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, il va avoir un score très, très élevé. C'est ce qui est quand même un vrai problème, et signifiant la gravité de la situation, au-delà de son score. Hein, si on regarde les résultats des élections de la semaine dernière, mais aussi des européennes, et puis des précédentes élections, ce qu'on voit, c'est qu'on a à chaque fois des élections qui sont marquées par une avancée de forces plus ou moins réactionnaires, racisantes, et qui pèsent de plus en plus fortement dans le débat public. Et que, on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais le résultat des élections européennes qui a donné lieu en tout cas officiellement à la dissolution, c'est pas un éclair dans un ciel serein, c'est la suite d'un très long processus, d'une très grave crise démocratique que vit la France, et peut-être sans doute plus largement les pays occidentaux, et qui s'est traduite par les résultats qu'on a aujourd'hui. Et effectivement, cette tendance du recours à l'extrême droite, effectivement, est assez présente sur le continent européen, même s'il y a des exceptions. Par
exemple les Anglais, ont fait l'opération inverse hier. Malheureusement, c'est pas exactement le cas. En fait, oui, explique-nous. Justement, mais bon, sur l'Angleterre, c'est typique. On a vraiment ce mouvement-là de montée des forces réactionnaires, populistes, on les appelle comme on veut. Même dans des pays qu'on pensait vaccinés comme l'Allemagne et l'Espagne, on a une puissance électorale, Vox en Allemagne, en Espagne et l'AfD en Allemagne, qui commence à faire des scores très importants et à peser sur les autres forces. C'est-à-dire non seulement électoralement dans les accords ou des choses comme ça, mais idéologiquement, c'est-à-dire qu'ils imprègnent, ils diffusent dans la société, on en reviendra, mais les idées de réactionnaires. Et en Angleterre, ce qui s'est passé, on n'est pas sorti de l'auberge comme dirait l'autre, c'est-à-dire que effectivement, on a un peu comme en France et dans d'autres endroits ce phénomène de trilatéralisation, c'est-à-dire qu'on a la constitution de 3 blocs, on va dire un bloc progressiste au sens large, qui regroupe la gauche et des forces, on va dire, libérales au plan de la société, etc. Un bloc conservateur, libéral qui existe, et un bloc d'extrême droite. Et ce qui s'est passé en Angleterre ce week-end, c'est que, en fait, dans cette bagarre trilatéralisation, le bloc central, donc des conservateurs, s'est effondré. Il s'est effondré électoralement, non pas en faveur des travaillistes, mais en faveur de Nigel Farage, de l'extrême droite. Et donc, par la mécanique des tiers, si je peux appeler ça comme ça, les travaillistes qui n'ont pas plus de voix que la dernière élection législative se sont trouvés en tête. L'élément positif quand même, d'abord, c'est qu'ils gagnent, c'est quand même mieux que ça soit et puis, ils ont une capacité à s'unir et à peser. Et ça, c'est quand même aussi un enseignement. Il y a le travail de fond pour reconquérir le peuple, on y reviendra, et limiter les forces extrêmes, mais il y a aussi le travail, pour réussir ce travail de peuple, l'unité des forces de progrès, le dépassement est un passage obligé. Mais la situation est toujours très problématique. C'est bien que tu nous donnes cette moi aussi, quand on m'avait annoncé, quand j'avais vu le résultat, comme tout le monde, tu te dis, bah enfin, on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. Mais c'est bien qu'ils reviennent au pouvoir et qu'ils prennent déjà des décisions. Pas bien. Parce que l'expérience a montré que l'une des causes de la situation dramatique là aussi, c'est la déception que peuvent provoquer ces forces de progrès. C'est vrai, c'est vrai. Justement, déception des forces de progrès. Est-ce que c'est l'un des éléments qui fait progresser le Rassemblement national en France ? Je pense que c'est vraiment l'un des éléments, c'est-à-dire déception et incapacité des forces de progrès à réaliser les promesses qu'elles font et puis à produire un discours, un projet qui fédère les gens, qui crédible, c'est-à-dire crédible par rapport à l'expérience passée, et puis qui permettent aux gens de se retrouver ensemble. L'un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'en France, par exemple, ce que résume bien, on parlait François Ruffin, c'est-à-dire la question de rassembler la France des tours et la France des faubourgs. L'un des problèmes aujourd'hui, il est clairement qu'une grosse partie des couches populaires ne votent plus à gauche, ne votent plus et se sont retournés vers le Front National. Aujourd'hui, le RN, il y a toujours eu des travailleurs qui étaient attirés par la droite, c'est pas nouveau, mais ce qui est vraiment nouveau, c'est que depuis quelques années, ces forces extrêmes, elles sont en tête même de sociologie chez les couches qui seraient plus enclines à voter à gauche, à porter des projets de progressistes. Est-ce que certains médias n'ont pas été d'une grande influence sur ce vote ouvrier ? Il y a une concomitance de causes, c'est-à-dire que les médias, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que les médias font tout, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une base objective, c'est-à-dire il y a d'abord cette question de la déception par rapport à la condition de vie, par rapport aux trahisons, je veux dire, de la gauche qu'on peut considérer comme telle, c'est-à-dire que
à un moment donné, si tu reprends, quand je dis que c'est pas nouveau, ça fait au minimum 30 années qu'on est dans cette situation-là, avec des expressions du peuple pour dire stop aux politiques qui sont menées, libérales, de remise en cause de la souveraineté populaire, avec, si on remontait à 92 et à Maastricht, mais qui était déjà un premier pas, où à Maastricht c'était 50-50, le oui l'avait emporté d'une tête. Et c'était un débat sur la façon libéralisme ou pas, comment on gère l'Europe d'une façon libérale ou pas. C'est-à-dire que les choix qui avaient été faits à l'époque, c'était des choix d'austérité, etc. Et ça s'est poursuivi avec en 2005 un vote qui a été ce coup-ci majoritaire contre le traité constitutionnel européen. Alors un peu large, mais ce vote majoritaire. Et 2 ans après, Sarkozy, et avec l'appui de Hollande, ont fait passer ce traité par ce qu'on a appelé le traité de Lisbonne. Et donc les déceptions ont été, ça s'est continué, Sarko avait réussi à pomper les voix du Rassemblement national en 2007 sur des bases qui étaient les deux identitaristes avec le MICEL, mais aussi sociales, la France du travail, etc. C'est vrai que ce président a réussi ce coup. Mais avec cela, il avait aussi libéré la parole raciste. Il avait libéré la parole raciste, et puis surtout, il n'a pas été au rendez-vous des promesses au niveau social, etc. C'est-à-dire, et puis après, c'est rajouté la victoire de Hollande. Je regardais, avant de venir, j'ai regardé cette histoire des résultats de la gauche aux législatives, au premier tour. Depuis 1993, la gauche n'avait jamais fait un score aussi élevé aux législatives que celle de 2012, 46%. C'est vraiment très, très important. Donc il y avait quelque chose, on jetait Sarkozy qui avait été dans ses excès, etc. Donc il y avait un espoir. Et dans la période-là, déception avec les fameuses lois El Khomri, les retours sur le CICE, des choses comme ça qui avaient été qui n'avaient pas été à la hauteur des attentes populaires, quoi, au moins au point de vue social. Je ne parle même pas des aspects d'échéance de nationalité, etc., quoi. Donc effectivement, il y a des grosses déceptions. Après, sur les médias, ils jouent là-dessus, bien sûr. Pour quelqu'un qui connaît ce pays, moi je pense que sur cette question du racisme, de la stigmatisation, de chercher le bouc émissaire, le pays avait vraiment fait des progrès. Moi j'ai grandi dans ce pays, je suis arrivé à l'âge de 5 ans, j'ai malheureusement 60 ans, donc j'en ai vu un bout. Et quand j'étais gamin, on avait vraiment cette pression des médias. Les journées poubelles, le Parisien d'aujourd'hui, c'est un must, mais le Parisien ou le François de l'époque, etc., c'était le racisme à outrance. Dans les médias, on n'avait pas pour entendre un mot de kabyle ou un mot d'arabe dans les médias, il fallait se lever le matin à 10h pour écouter Mosaïque et l'émission, mais on était vraiment... et donc, la société a vraiment progressé là-dessus. Et effectivement, au moins depuis une dizaine d'années, peut-être voire plus, on en discutera, il y a cette parole ouverte, cette contre-révolution qui se manifeste dans les médias, dans les livres. Il y a effectivement, alors CNews c'est la pointe, mais c'est pas que CNews. En regardant, Mourad, le programme social de ce nouveau Front populaire, il est plutôt en faveur du monde ouvrier, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il ne peut pas influencer ce programme? Ne peut-il pas faire venir des gens vers cette gauche-là, malgré la déception? Si, mais il devrait. D'abord, le mérite de ce programme, parce que, en fait, d'abord, je me suis amusé à sortir les programmes des 3 autres pour regarder un peu. Il fait 40 pages. En tout, là, la version réduite, elle fait 24. Les autres, ils font une douzaine de pages et j'ai vu, en fait, c'est des titres avec une photo, quoi, et 5 propositions, et plus réac, etc. Donc on ne peut pas dire que les gens n'ont pas travaillé, et c'est un programme qui veut changer la logique, c'est-à-dire qu'il veut mettre un terme à la situation de paupérisation des couches moyennes et remettre de la démocratie.
au sens profond du terme, c'est-à-dire prendre en compte la vie des gens partout. Donc, effectivement, c'est un programme qui devrait être être entendu par des gens qui ont manifesté autour des Gilets jaunes, autour du mouvement des retraites. On a eu quand même des mouvements d'une puissance importante ces dernières années sociaux. Mais il y a la dimension aussi du travail idéologique, culturel sur cette question, cette fracturation du pays. C'est-à-dire qu'on a un pays qui a été travaillé. On vient d'avoir, sans remonter, si on fait juste les 10 dernières années, je me suis amusé à regarder, c'est un pays, moi, qui me surprend même de sagesse et de calme. Si vous regardez depuis 2014, on a eu la période des attentats, et puis c'est pas des petits attentats, c'est des sujets vraiment avec une visée de fracturation de ce pays, une volonté de casser le pays. C'est-à-dire, si on prend de ceux de 2015 jusqu'à l'assassinat des deux professeurs, ces éléments-là, les renoncements politiques qu'on a évoqués, sur les oukases politiques, les 49.3, la crise du Covid avec tout ce qu'elle a accompagné, c'est un pays qui a été mis sous tension, ou qu'on a essayé de diviser très fortement, évidemment, et ça, sans tomber dans une vulgate basiste marxiste, mais c'est quand même une bonne grille d'analyse. C'est vraiment la volonté de fracturer le peuple en même temps qu'on lui fait mal, on l'éloigne de ses propres intérêts. Absolument. Si tu veux bien, Morad, on donne la parole à nos amis et on va continuer la discussion. Alors, la parole est à vous, les amis, pour des interventions, des questions. Vas-y, je te passe. Non, tu le gardes, c'est toi qui vas répondre. Bienvenue au café littéraire de l'impondérable, quasi légendaire de notre ami Youssef Zirem. C'est vrai que la France vit un moment crucial. On a senti cette semaine la peur et les angoisses. Et j'ai moi-même parlé avec beaucoup de gens qui par colère, avaient décidé de voter le RN. J'ai essayé de les convaincre en leur disant que l'extrême droite n'a jamais été une solution. Voilà. Et alors, Youssef Zirem, vous avez évoqué les chaînes d'information continue, les chaînes privées. Elles ont joué un rôle de propagande. Elles ont fait le jeu du Front National. C'est quand même incroyable. Et ça, je dirais que c'est une nouvelle donne. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce qu'on disait dans l'échange avec Youssef, hein, c'est-à-dire qu'elles ont... ces chaînes, d'abord, il faut regarder qui elles sont, à qui elles appartiennent. Hein, donc c'est quand même un peu problématique. Elles appartiennent, les trois principales chaînes d'information continue, elles sont toutes liées à des grands groupes industriels qui ont des intérêts économiques très importants. Hein. CNews, c'est Bolloré, donc avec une frange du capital important médiatique, mais pas seulement. Il a fait sa fortune dans la France-Afrique. Souvenons-nous que quand Nicolas Sarkozy avait gagné les présidentielles en 2007, il a été se reposer sur le bateau de Bolloré. Donc c'est montrer l'intimité des relations. Et le CI, c'est le groupe Bouygues qu'on connaît avec ses intérêts, ses relations mondiales dans les médias, dans les télécoms, dans la construction. Et puis BFM TV, c'était jusqu'à présent Drahi, donc c'était un grand groupe franco-israélien et de médias et autres qui vient d'être acheté par la partie française, donc BFM, RMC, etc., par le groupe CMA-CGM, qui est le plus grand armateur mondial, et dans Norbert Saadé, je ne sais plus son prénom, Daniel, je crois. Le patron est un intime de Macron, qui est aussi
un type, quand on est armateur mondial, qui a des relations avec toute la planète et tout ce qui se fait de... Donc c'est des gens qui ont quand même des intérêts économiques à défendre. Et je pense que ça joue aussi dans ce choix de monter de ces médias qui ont, pour certains comme CNews, carrément fait la propagande de l'extrême droite, hein, qui ont laissé libre cours à Éric Zemmour pendant des mois et des mois, des années, faire monter en tension, et les autres qui se sont plus ou moins adaptés. Alors, est-ce que c'est là le l'œuf ou la poule? Est-ce qu'ils se sont adaptés à l'opinion dominante? C'est aussi une possible, mais en tout cas, ce qu'on peut dire pour eux, c'est que ils n'ont rien fait pour démonter les arguments, ils n'ont pas fait le travail à la hauteur de ce que leur devoir citoyen, si on peut parler comme ça, quoi. Donc il y a eu sans doute au minimum un laisser-aller, voire un appui de ces médias et des forces économiques qui peut y avoir derrière, quoi, sans doute. Donc, ça a joué, et ça c'est un vrai sujet. D'ailleurs, c'est pas un hasard que pour le Front National, pour l'Assemblée nationale, l'un des éléments de son programme, c'est de privatiser une partie des médias publics. Hein, donc on peut supposer que ça peut aller aussi dans le sens d'aller donner ces médias à d'autres puissances économiques amies. Après, je pense qu'il faut, pour la gauche, il ne faudrait pas faire l'erreur de réduire cette montée, de mon point de vue, hein, de l'extrême droite, du populisme, qui a un travail d'apprentissage. Il y a une contribution évidente d'un travail d'apprenti sorcier des médias, mais il y a aussi des éléments objectifs, concrets dans la vie des gens, etc. Alors on dévie leur colère, sans doute, mais il y a les conditions économiques, la casse des services publics, hein, quand le mouvement des Gilets jaunes synthétisait vraiment cette mal-vie qu'avait une partie du peuple. Les questions identitaires, il faut les appeler comme ça, je ne saurais pas, mais identitaires, culturelles, dans un monde qui est bousculé, où les gens perdent leurs repères, c'est un sujet. Et les forces réactionnaires travaillent toutes les couches populaires. Les petits blancs, si on peut parler comme ça, même si j'aime pas le terme, sont travaillés sans doute, et on voit que ça s'est élargi par l'extrême droite, comme on voit aux États-Unis ou ailleurs. Mais dans nos quartiers populaires, d'autres formes de régression travaillent aussi ces quartiers, donc c'est aussi tout ce résultat-là. Et on serait surpris même de voir qu'il y a peut-être même un vote d'origine immigrée pour le RN. Si on regarde les mouvements des sociétés, comment elles vont, je regardais aux États-Unis, c'est pas nouveau. Trump, il a, je crois, près de la moitié du vote hispanique. Et aux dernières élections, il a réussi à prendre 30% du vote black. Donc il y a d'autres paramètres à étudier, absolument. Donc là, je vous ai bien suivi. Il y a une faillite de la gauche, une faillite à convaincre. Avant, la gauche était sur le terrain, maintenant le RN est sur le terrain. Il y a effectivement une faillite, en tout cas, faillite, c'est... je m'inclus dans la gauche, donc en France comme ailleurs dans le monde, il y a une difficulté monstrueuse des forces de progrès à intégrer tous les changements qu'il y a qu'on a connus depuis ces dernières décennies, changements liés sociaux, mutations sociologiques, mutations techniques, la question environnementale, etc. Il y a une difficulté à produire un discours global qui entraîne les gens. Effectivement, il y a, qu'on le veuille ou pas, au-delà des guéguerres de la gauche, par exemple, si tu regardes depuis 2017, la gauche ne dépasse pas les 30%. Elle souffre d'une élection à l'autre. On va
Un coup, c'est Mélenchon qui gagne au présidentiel, qui met tout le monde d'accord. D'autres coups, là, dans d'autres élections. Mais il y a un machin, là, tu regardes, depuis 2017, toutes les élections, la gauche, elle est plafonnée à 30%. Tu as cette segmentation de l'électorat, plus la grande masse de gens qui devraient, pour reprendre ce que me demandait Youssef tout à l'heure, qui devraient au moins, en tout cas en termes d'intérêts économiques, intérêts sociaux, enfin, pencher vers la gauche, une très grande masse de gens qui ne votent pas. Voilà, hein, tu sais, la semaine dernière, on s'est réjoui, et encore il n'y a pas d'enjeu par rapport au RN, doublement, je crois, de la participation en Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, enfin vraiment une grosse progression par rapport à 2022, mais ça fait toujours moins de la moitié des gens qui votent. Merci. Oui, bonjour. En fait, voilà, c'est par conviction qu'on vote. Par contre, je voulais la peur de la droite. C'est quand on sait qu'en Italie, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, il y a même des Italiens qui ne se plaignent pas du passage de la droite. L'extrême droite, ou bien c'est comme ils disent certains, que la droite française est la plus raciste du monde. Par rapport à l'Italie, après, chaque pays a son histoire et sa situation. Donc moi je dirais que l'extrême droite, d'abord, en Italie, ce qu'on voit, d'abord, on n'y vit pas, on n'a pas tous les éléments. Les éléments qui ressortent, c'est de dire qu'au plan économique et autres, elle a maintenu, par exemple, ce qui est montré comme exemple, c'est qu'elle a régularisé 450 000 sans-papiers, etc. Donc, mais ça, c'est pour répondre aux besoins du capital, pour parler un peu simplement, aux besoins de l'économie. Et ici, je ne pense pas que la droite remettrait en cause, l'extrême droite remettrait en cause ça. En même temps, d'abord, le modèle qu'elle est en train de promouvoir, l'extrême droite, c'est pas forcément de vider les gens autres, mais c'est de construire, il me semble, une société celle qu'on a déjà aujourd'hui, elle est déjà quand même pas mal fragmentée, elle est déjà pas mal segmentée, etc. Mais c'est d'approfondir la fragmentation du peuple, de faire que les conditions de vie ensemble soient encore toujours plus mauvaises, d'insuffler, d'instiller plutôt le terme, c'est ça, le racisme, et ça n'empêche pas de continuer à faire bosser les gens. Pendant la période, j'extrapole un peu, mais pendant la période coloniale, ils avaient des rabbins, ils avaient des gens qui faisaient bosser, une société, mais c'est pas une société d'égalité. C'est l'idéal de l'extrême droite, c'est cet idéal-là, quoi. Et donc c'est vrai. Et donc moi je ne crois pas qu'il y ait une victoire de l'extrême droite qui soit indolore pour la société, pour les immigrés, etc., pour les femmes, pour les minorités, quelles qu'elles soient. C'est une régression qui vient, même si au plan économique, elle globe. Ceci dit, si je peux me permettre, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur l'Italie, même si c'est un pays frontalier. Et bien, cette bonne femme arrivée au pouvoir a enlevé beaucoup d'aides sociales aux plus démunis. Donc, c'est un handicap pour beaucoup d'Italiens, et ils s'en plaignent d'ailleurs. Mais effectivement, pour le besoin des capitalistes, elle a régularisé plus de 450 000 sans-papiers, effectivement. Parce que, quoi que disent ces discours populistes, la quasi-majorité des pays européens ont besoin d'émigration, et beaucoup d'émigration jusqu'à aujourd'hui. Et demain, mais oui, bien sûr. Donc c'est Mourad. Donc j'ai deux points. Donc, un point de vue macroscopique, une question et un commentaire. Point de vue macroscopique, comme tu es économiste, Mourad, est-ce que tu penses est-ce que tu as cette thèse du passage du capitalisme avec une économie réelle vers un capitalisme financier? Si c'est le cas, est-ce que c'est ce capitalisme financier par des biais
que tu nous diras, est-ce que c'est lui qui produit l'extrême droitisation un peu partout dans beaucoup de pays en ce moment? Mon commentaire, c'est mon travail sur le terrain microscopique avec des gens qui sont dans le social. Donc on voit bien dans ces groupes qu'il y a une crise de ce qu'on appelle le modèle d'intégration, une crise de l'interculturalité, des interfaces entre les groupes, on appelle les problèmes identitaires, la fameuse fracture sociale, etc. Mais je sais qu'en travaillant, c'est certainement pas des gens qui viennent de groupes sociaux économiquement aisés, les travailleurs sociaux, les psys, les médecins. Mais quand je travaille sur les petits groupes, j'ai ton point de vue plus ou moins optimiste pour dire quand on travaille avec les gens, ça produit. Je sais, et c'est vrai que par rapport aux médias, à ce qui se passe à l'extérieur, on est tellement cerné par ces médias qui produisent ces rejets, cette xénophobie, etc., que je leur dis à chaque fois, vous allez sortir d'ici, vous allez croire que vous avez rêvé. Donc attention, restez ensemble. On a même créé des pages, etc., avec différents groupes qui se parlent et on se réunit à Toulouse, Marseille, à Paris. On a créé des villages, des sortes de villages où on se réunit parce que précisément, après un travail réel, où les gens ont véritablement créé des vrais liens, ils se sont ouverts. Dès qu'on est sorti de ces groupes-là, je leur dis, vous ne verrez jamais l'interculturel traité de cette façon, ou le lien social traité de cette façon, ou l'éducation traitée de cette façon. Voilà, donc, c'est un commentaire, si tu peux répondre en particulier à la première question. À la première question, sur la question du... C'est le capitalisme, quel qu'il soit. Ouais. Il modernise, il apporte des progrès indéniables, et puis il porte en lui aussi, comme disait Jaurès, il porte en lui la guerre comme le nuage, je ne sais plus comment c'était la formule. Donc sur le capitalisme financier, effectivement, depuis au moins les années 80 en France, il y a eu ces choix qui a accompagné, qui a guidé l'Europe, c'est-à-dire de privilégier les rentiers, donc le retour sur l'investissement que font les rentiers, en allant chercher des profits à l'extérieur, et donc en désindustrialisant l'Europe, et des pays comme la France encore plus particulièrement. Ça a produit un massacre social dans des régions entières de France. On a eu la destruction de l'industrie textile, l'industrie sidérurgique, de toutes les industries. Aujourd'hui, auquel point où Macron lui-même se met à pleurnicher sur la désindustrialisation, la nécessité, et c'est devenu un programme de réindustrialiser. On a vu cette situation-là au moment du Covid, c'est-à-dire que les gens se sont aperçus que si on ne produisait rien, à un moment, on avait besoin de produire même le basique qu'on avait envoyé en Chine et autres. Donc ça a cassé effectivement des régions, ça a appauvri les gens, ça a cassé des solidarités, des solidarités ouvrières. Donc, dans les années 80, on défilait avec le slogan français immigré, même patron, même combat. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu compliqué, même si des choses vont se reconstituer. Là. Mais donc il y a eu des régions entières qui ont été détruites, des capacités d'intégration des gens. Si moi je connais pas bien, moi je suis d'Île-de-France, mais si quelqu'un qui se balade un peu dans le nord-est, etc., c'est clair. C'est-à-dire que ce qui a permis l'intégration des immigrations polonaises, italiennes, etc., c'était ce tissu industriel avec les syndicats qui existaient. Et là, on a produit on a morcelé la société. Il n'y a plus ces collectifs-là, et ça s'est accompagné d'une ghettoisation des gens, jusqu'au point où il y a ce qu'appelle, comment il s'appelle, le sociologue, le sandologue aussi, Fourquet, la France archipalisée, l'archipel français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un pays morcelé, avec où il n'y a plus d'éléments qui fédèrent les gens, qui font nation. Parce que, et c'est encore plus dur pour la France que dans un pays... les autres pays autour, c'est que le modèle français, en théorie en tout cas,
c'est un modèle républicain universaliste où on est censé être français parce qu'on partage, non pas sur des bases ethniques, mais c'est parce qu'on partage un projet ensemble. C'est que la nation, être français, c'est être un citoyen de la République française. Comme le capitalisme financier a cassé ça, casse ces liens-là. C'est ça la situation. Et aujourd'hui, on est, à la limite, la trilatérisation, les résultats qu'on a au niveau des élections, c'est qu'une traduction de cette fracturation du peuple, quoi, du peuple français. Et on est dans à tel point que si on regarde, par exemple, tu parles toi de Mélanie, d'accord, mais nous en France, ils sont même encore plus malins. Notre extrême droite, elle a eu un discours jusqu'à la veille de prendre le pouvoir, très social. Le discours, tu prenais le discours sur le moment des retraites, ils se sont mobilisés, ils étaient pour, etc. Donc ils savent bien qu'il y a cette dimension-là, quoi. Et donc cette dimension-là, elle peut constituer les bases, cette dimension sociale, si elle est accompagnée des discussions, des échanges pour faire le lien avec ce que tu dis, des problématiques identitaires et autres, pour reconstituer un peuple collectif. Il faut pas. L'enjeu pour moi, de mon point de vue, c'est vraiment de fédérer le peuple autour de ses intérêts, mais aussi en partant aussi de ses aspirations. C'est-à-dire que ça ne peut pas être la République des années 30, ça ne peut pas être... il faut qu'il y ait des éléments qui fassent qu'on vive ensemble. Moi je pense que la laïcité c'est indispensable, il faut que ça soit et aussi qui rassure, donc il y a ce discours-là à mener. Et il y a moyen de parler quand il y a eu le mouvement des retraites, moi je travaille dans les milieux syndicaux, quoi, donc j'ai vu les grandes manifs, quoi qu'ils en disent, quand même dans les grandes villes, on a pointé à raison dans les petites villes les mobilisations des couches moyennes, des petites villes moyennes, etc., qui étaient assez massives, qui étaient dans la suite des Gilets jaunes. Mais ici en région parisienne, on a vu dans des cortèges, même de syndicats, pas forcément habitués à prendre des immigrés comme la CFTC, comme l'UNSA, on voyait plein de ces nouveaux travailleurs qui travaillent dans la propreté, dans la sécurité, etc. Et donc, il y en avait dans ces manifs. Donc, il y a moyen de trouver des façons de fédérer ces gens-là. Mais en partant réellement des problèmes réels, sans gommer les problèmes des gens. Des questions sociales, mais les questions de sécurité, les questions... alors même quand elles sont fantasmées. Je sais pas ce que tu pourras dire. Merci. Oui, merci Mourad. J'ai une petite question. En fait, au-delà de ce qu'on appelle la fracture de la société, j'ai une question, j'ai l'impression, après je ne suis pas vraiment... Ça fait longtemps que je me suis déconnecté de l'actualité, l'élément de la géopolitique. Est-ce que ce qui se passe par exemple en Ukraine, au Moyen-Orient, un peu partout dans le monde, parce que je pense que la crise que traduit peut-être la montée du Front National, moi je dirais, ça traduit un malaise mondial, je pense. Hein. C'est un point de vue peut-être naïf. Ça fait longtemps que je n'ai pas suivi l'actualité, mais j'ai l'impression que ce qu'on voit, c'est news, tout ça, à travers les médias, je pense qu'il y a quelque chose de mondial. Et ma question, est-ce que ce qui se passe sur le plan géopolitique ne renforce pas cette montée? Par exemple, quand j'ai vu récemment, de temps en temps, comme ça, je fais une incursion dans l'actualité, par exemple, les positions officielles de la France, quand même, il y a de quoi avoir un. Quand on voit un peu, comment dire, tout à l'heure, je parlais avec par exemple, la position de Villepin, par exemple, et c'était courageux, il y avait de l'audace. J'ai l'impression qu'actuellement, la France, elle est vraiment à la ramasse, quoi. La France, elle est effectivement, sa place, si on prend pas de là, sa place, elle s'est considérablement affaiblie, quoi, dans le monde. Elle a plus comme elle s'est affaiblie économiquement, elle s'est affaiblie aussi politiquement, et son poids, sa soumission à des choix économiques internationaux et autres se traduit aussi dans sa position politique. Elle a sa voix, sans se faire d'illusions, sans exagérer,
idéaliser plutôt ce qu'a pu être la voix de la France, gaulienne, etc. Effectivement, elle a moins de poids, elle s'est fait pas marginaliser, mais pas loin, battre, son champ d'intervention, de présence à travers le monde, et notamment en Afrique, a été fortement bousculée. Donc sa voix compte moins, elle porte moins de position. Là, sur les bouleversements géopolitiques, effectivement, c'est pas nouveau, ça joue toujours, hein, ça perturbe. Ça, déjà, la question de la guerre là, en Europe, elle fait peur aux gens, elle préoccupe, elle fragmente encore davantage le peuple entre des élites, entre guillemets, qui pourraient être, qui sont réduites en vérité, tentées par l'affrontement, et puis d'autres qui sont sur une position plus fermée, sans compter les conséquences très concrètes en termes sur le pouvoir, sur l'économie, le pétrole, les matières premières et tout ça, l'inflation. On est quand même sur un choc d'inflation depuis 3 ans maintenant qui est assez terrible, qui vient après le choc déjà provoqué par le Covid. Donc ça influe, tout comme le conflit israélo-palestinien, lui, a joué encore plus fortement avec, à l'intérieur de la France même, du débat, qui a été très profond, quoi, qui a été très violent là-dessus. Et il y a une demande de ça, évidemment, et puis des instrumentalisations de part et d'autre, d'ailleurs, du conflit, quoi. Mais là encore, ça montre aussi la nécessité pour les forces de gauche de porter un discours complet, avec un projet. Quand on dit projet, c'est un tout, quoi. C'est un projet social, c'est un projet écologique, la question économique, avec la révolution technique là, qui va arriver. Personne n'en parle, mais tout ce qui est intelligence artificielle, etc., dans les 10 ans à venir, ça va massacrer ça va pas massacrer. Au contraire, ça peut être un facteur de progrès énorme, comme un facteur aussi de misère et autres. Et donc les questions internationales. L'un des manques aujourd'hui, on le voit, que Youssef disait, le programme du nouveau Front Populaire, il peut rassembler, il porte de l'espoir, il porte effectivement. Mais il a au minimum il a un certain nombre de limites qui ne sont pas anodines. L'enjeu aujourd'hui, c'est de faire barrage au Front National et de repartir. Mais quand on le regarde, on voit bien qu'il est faiblard. On va se focaliser rien que sur ces questions-là internationales, sur la question européenne. Est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui la France toute seule? Comment on construit l'Europe de demain avec les autres forces progressistes? Comment on construit des coopérations, on va plus loin dans l'intégration européenne, etc. Le fédéralisme, ou je sais pas comment. Mais c'est un enjeu, hein, c'est un enjeu pour nous en Afrique du Nord. Mais c'est un enjeu aussi ici, et force est de constater que c'est au niveau du discours. Il n'y a pas les forces sociales qui ont pris ça, qui ont projeté. Et puis dans leur relation avec la rive sud. Certes, c'est plutôt un progrès quand on regarde sur ce qui s'est passé par exemple sur Gaza. Quand on regarde depuis 30 ans ou 40 ans, c'est la première fois qu'on voit les forces de gauche, au-delà des bisbilles entre les uns et les autres, sur une position minimale commune correcte. C'est-à-dire le droit du peuple palestinien, pour moi, hein, c'est le feu, arrêter le massacre, et le droit reconnaissance du droit du peuple palestinien. Ça, c'est pas mal. Je disais à Youssef en rigolant, si on m'avait dit qu'on verrait un jour le premier secrétaire du PS défiler pour la Palestine, on l'a vu, Olivier Faure, défiler sur des positions qui me semblent très correctes, c'était inimaginable. Donc ça a bougé, mais il va falloir formaliser ça. On a eu quand tu dis le monde, il est traversé par ces soubresauts populistes d'extrême, etc., l'Argentine, mais en même temps, il y a aussi dans le monde, c'est une bagarre, c'est un fait classique, entre des forces de progrès, des mouvements citoyens. On a vu quand même un mouvement citoyen algérien monstrueux l'année 2019, qui était en concomitant avec un mouvement citoyen monstrueux au Soudan.
un autre grand Ibad al-Rwanda, donc on ne l'a pas regardé, etc. Mais les forces de progrès d'ici, d'Europe, c'est passé très largement au-dessus de leur tête. Et ça, tant que la gauche, elle n'est pas capable d'insérer ça, d'avoir une vue du monde global et des intérêts communs, etc., c'est aussi une des expressions du retard, quoi. C'est-à-dire, je parle pas, tu sais, on a vu, moi, on est bien placé pour chercher de la solidarité pour l'Algérie, pour le RIF à l'époque, etc. C'était, faut pas se raconter d'histoire, mis à part quelques petites étincelles de solidarité à un moment T. Et pourtant, les gens, le truc fabuleux de la période, c'est qu'on a l'information sur ce qui se passe en Algérie, sur ce qui se passe au Soudan ou autre. Le monde, sincèrement, c'est pas une feuille de chou du coin, t'as l'info, quoi. Mais ça, donc il y a vraiment ce retard-là, quoi. Il y a plein de raisons. Oui, alors, l'arrogance de la majorité au pouvoir, la division de la gauche, ont alimenté l'extrême droite. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux célèbres ethnopsychologues, une discipline qui reste malgré tout assez méconnue, malgré le grand rôle qu'elle joue dans le vivre ensemble, Hamid Salmi et Demil Nordine. Demil Nordine qui prépare un roman historique. Demil Nordine a peut-être un mot à nous dire. Juste une question. Je place ma question dans le contexte. Je passe. Donc, en contexte européen. Si l'extrême droite s'affirme de plus en plus dans l'échiquier politique, c'est peut-être dans ce contexte européen, parce qu'on pense que la France perd un peu de sa souveraineté et que ceux qui gèrent le pays ne peuvent pas assumer s'il n'y a pas d'ordre au niveau de la Commission européenne. Je ne sais pas comment on dit. Comment on peut expliquer ça? Cette question de la souveraineté. La question de la souveraineté. La question de la souveraineté, elle travaille les gens depuis des décennies dans le pays, et elle est, il n'y a rien que pour l'assouvir, quoi, ce sentiment qui n'est pas qu'un sentiment, qu'on est en train de déposséder les gens de leur capacité d'agir, de gérer leur pays, etc. C'est-à-dire que dans les déceptions qu'on avait évoquées tout à l'heure de la gauche, etc., en premier lieu, parce que nous on a la faiblesse de penser que la gauche elle peut répondre aux besoins des gens, moi je pense pas que Hollande il a failli parce qu'il est méchant ou qu'il veut du mal aux gens. Enfin, c'est pas le sujet. J'en sais rien, mais j'ai pas de lecture. Je pense que c'est justement parce que ils se soumettent politiquement à ces choix de perte de souveraineté économique, financière, etc., au profit des grands groupes internationaux, et sur lesquels s'est construite l'Union européenne, quoi. C'est ce problème-là qui est à l'œuvre, et c'est ce sentiment-là d'être dépossédé de son pouvoir. Après, on peut en discuter, il me semble, hein, mais un homme de gauche, un homme qui aime le progressiste, etc., il ne peut pas être contre la souveraineté du peuple. La Révolution française, hein, c'était d'affirmer la souveraineté du peuple qui n'avait pas par rapport au roi, quoi. C'était ça. Donc c'est ça. Après, cette souveraineté peut pas. Il peut y avoir deux lectures, deux acceptions de la souveraineté. Il y a une acception progressiste, c'est-à-dire que je me réapproprie, et c'est normal, le pouvoir de décider de ma suite, de ma vie, de mon pays, etc. Mais de façon, et ça c'est un passage obligé, je dirais, un homme de gauche conséquent, il ne peut pas ne pas être souverainiste, mais en même temps,
Il a la conscience que l'humanité est une, il est universaliste, il est internationaliste. Et ce souverainisme, cette souveraineté nationale, etc., elle doit s'articuler avec la coopération, voire le dépassement. Moi, je ne pense pas que la nation, même si elle est importante, c'est un espace essentiel d'aujourd'hui, mais ce n'est pas un horizon indépassable. Donc il faut produire un projet comme ça. C'est le seul projet qui peut s'affronter, à mon avis, au projet de régression, d'enfermement, c'est-à-dire une conception fermée de la souveraineté nationale, qui est du nationalisme, quoi. Et dans cette bagarre-là, c'est ça le sujet, c'est-à-dire c'est comme ça qu'il faut, c'est-à-dire récupérer les gens, fédérer les gens, c'est les fédérer autour de ce projet national, qui se sentent ensemble, comme disait Méluche, faire peuple de tout bois, c'est-à-dire faire un peuple, faire un projet national, quoi, où on se reconnaît, et au-delà des mots, avec une égalité réelle entre les gens, mais aussi avec cette perspective de dépassement des cadres nationaux, à horizon, j'en sais rien, moi, ça peut être dans des décennies, mais avoir cette perspective-là de coopérer, parce qu'on a besoin de coopérer, objectivement, il n'y a qu'à se balader. On a en Italie, en Belgique, etc. On voit bien qu'il y a des choses plus ou moins artificielles, quoi. Mais en allant vers le haut, aujourd'hui, l'Europe, effectivement, pour revenir, il y a cette perte de souveraineté, et elle est aussi un facteur de concurrence et de régression. Entre les gens, on fait vivre dans un même espace des gens avec un SMIC comme le nôtre, avec des gens qui sont à un SMIC à 400 € et on les met en concurrence. Donc effectivement, il y a forcément une défiance. Donc c'est comment. C'est pour ça que cette question européenne, elle ne peut pas ne pas être prise en charge concrètement par les forces de gauche et avec. Non, elle est au-delà des discours, elle est quand même c'est très insuffisant. Et puis pour qu'elle le soit, il ne suffit pas de décider tout seul. C'est-à-dire que à un moment donné, on n'a même pas été capable, souvenez-vous, il y a eu des scènes terribles au moment du Covid. C'est-à-dire que les gens se battaient sur les tarmacs des aéroports pour voler des vaccins ou des passeports, des masques. Il n'y a pas eu, on peut chercher, moi j'attendais, un communiqué des forces progressistes au niveau européen, une conférence de presse à Bruxelles. Vous vous souvenez, il y avait une panique des peuples, il n'y a pas eu ça, c'est-à-dire que même par rapport à ce qui existait à l'époque de Marx, etc., de l'AIT, il y avait des choses qui étaient, l'AIT c'est l'Association internationale des travailleurs, il y avait des discours comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de... Il y a des velléités, Sanchez, il a soutenu, Sanchez c'est le Premier ministre espagnol, la gauche, etc., mais il n'y a pas il y a peu de choses. On a vu une chose, là, dans le Nord, là, les gens du PTB, du Parti communiste belge, sont venus traverser la frontière pour donner un coup de main aux listes du nouveau Front populaire de la frontière. Mais il y a un problème là-dessus aussi, d'être capable de... je ne dis pas que c'est l'essentiel, il faut... Mais c'est cette dialectique-là de produire un projet. Les fachos sont plus capables de ça d'ailleurs. Mélanie, elle s'est rencontrée, Bardella, avec le hongrois, ils se donnent de... Tu vois, il y a vraiment moi je trouve qu'il y a un retard là-dessus. Et surtout, il y a cette volonté pour l'extrême droite de vouloir sortir de l'Europe. Je sais pas, maintenant ils sont... Tactiquement, ils ont arrêté. L'Europe, non, parce qu'ils ont viré, je parle de la française à l'extrême, ils ont viré Amsterdam, comment il s'appelait, Philippot, là, qui était, ils les ont marginalisés, et là, ils ont vu que tactiquement, c'était pas une bonne chose, ils l'ont réintégré. C'est peut-être une des causes d'ailleurs de leur normalisation, et quand on regarde sociologiquement, le vote, les catégories auxquelles ils n'arrivaient pas à avoir, où ils n'arrivaient pas à mordre, c'était les personnes les plus âgées, qui tenaient à l'Europe comme facteur de stabilité financière, etc. Les retraités et tout. Il y a un jeu comme ça. Et là, elle est arrivée en tête même dans cette catégorie-là, il y a 15 jours. Là, et donc ils ont changé leur discours là-dessus aussi. Voilà. Après...
Complètement. Et Mélanie, elle a même un discours, elle a tenu un discours la semaine dernière où elle dit, si on est majoritaire pas, on va essayer de pousser encore plus pour tourner la construction européenne vers nos choix, qui ne sont pas en opposition avec les choix des grands capitaux capitalistes. Donc ça, Hamid, pour la dernière question, s'il te plaît. On va voir la Oui, bien sûr. non, j'ai pas. Brahim, appuyé par Youssef, Brahim m'a remis le micro et m'a transmis télépathiquement sa question. Voilà. Donc je vais poser la question de Brahim, mais aussi certainement de Youssef, parce qu'on a ici c'est un espace de médiation. Absolument. Donc il voulait qu'on revienne à cet espace-là. Et quand j'ai vu Mourad tout à l'heure avec Youssef, on a parlé, j'étais en train de dire, il semblait d'accord avec moi que nous, les gens d'ici, qui ont grandi ici, qui sont venus ici, plus ou moins l'élite, nous sommes la résultante, on va dire, du refoulement ultime, le résidu, mais donc du coup le révélateur. C'est pour cela qu'on écoute Mourad. On n'écoute pas parce que c'est juste un analyse comme ça, parce qu'il a une origine, il a un parcours. Et donc du coup la question à poser, c'est autour de donc comment faire entre les deux pays que sont l'Algérie et la France par rapport, on a parlé du Hirak, les forces vives de là-bas, les forces vives d'ici, comment elles peuvent s'imbriquer, comment on peut les susciter. Apparemment, dans les deux pays, il y a un phénomène un peu général dans la civilisation, c'est le phénomène du bouc émissaire. Donc là, le bouc émissaire, c'est le beau commissaire. Le bouc émissaire, c'est les minorités ou les dites minorités culturelles, c'est l'élite intellectuelle. Et ici, le bouc émissaire, c'est le migrant, l'étranger. Et donc, quand il y a malaise dans les pays, généralement, on refabrique des frontières, on refabrique des ennemis externes et des ennemis internes. Et face à cette fabrication d'ennemis internes et externes, nous, les forces vives, n'est-ce pas Emmanuel? Emmanuel est très doux, c'est très gentil comme ça. Je ne l'imaginais pas comme ça, sur Facebook, toute calme. Elle nous écoute. Une grande artiste peintre. Oui, je pensais qu'elle allait intervenir aussi, mais apparemment, bien écoutez. bienvenue. Bienvenue. Qui va me faire la prochaine préface. Ah, bravo. Voilà. Bon, voilà, donc la question est posée, Mourad. Ici, en tout cas, Ici et maintenant. voilà, ce qu'on peut essayer de faire, c'est déjà tirer les leçons de l'expérience. Oui, voilà. On a vécu bon, j'aime pas le mot Hirak, de tous on l'aimait pas, mais bon, il s'est imposé. Il y a plein de mots comme ça que t'aimes pas forcément, et après tu le prends parce que bon, ça facilite, mais voilà, le mouvement populaire, on a vécu des moments fabuleux, même ici, souvenez-vous de la place de la République, noir de monde, 30 000. Mais même à ce moment-là, les gens qui étaient à la place de la République, on n'avait pas touché ce qu'on appelle les banlieues, les jeunes, etc. On était quand même dans ceux qui étaient tournés vers l'Algérie. On a tenté, moi j'ai tenté très modestement, je ne sais pas pourquoi, mais à travers quand j'étais élu à Ivry, de faire des choses en conseil municipal, d'aller avec Mathilde Panot en Algérie, de tirer. Donc on a tenté des choses comme ça, mais on peut dire les choses, regardez que c'était marginal, au regard du mouvement général, on était très peu. Donc il y a vraiment cet enjeu d'aller montrer que les situations sont liées, et ça c'est la difficulté. Je suis même pas sûr qu'avec la jeunesse du pays, ça soit le plus difficile. Je pense, moi, Messenger permet des choses fabuleuses, les trucs, les gamins, parce qu'ils viennent pas tous, ils sont ouverts, ils regardent, et il y aurait plus de choses à faire avec eux, il y a des choses à tisser, et avec la population issue de l'immigration ici, à tisser, à discuter, et aussi plus largement avec les forces progressistes françaises, c'est-à-dire qu'il faut rediscuter des choses, on parlait de mon âge, etc., entre les années 80 et aujourd'hui. Certes,
le mouvement d'Iber, etc. Il a évolué, il a régressé, enfin, il n'a pas eu tous les succès, enfin, on n'a pas le temps de discuter de ça. Mais une des choses qu'on voit, c'est que c'est pas vrai que ces populations, elles sont apathiques, c'est pas vrai. Là, on va voir l'assemblée qu'on va avoir là demain. Il n'y aura jamais eu autant de gens issus de l'immigration algérienne à l'Assemblée, ou marocaine, tunisienne à l'Assemblée française. Il n'y aura jamais eu autant de gens comme ça. Donc, ils ont pris. Mais dans ces gens-là, la plupart, moi j'ai tenté quand j'étais élu, sont pour des raisons plus ou moins avouables, fermés à ces questions-là. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a un enjeu pour qu'on s'implique dans ce qui se passe ici. Et pour que aussi on fasse que cette prise, cet éveil des populations issues de l'immigration à la politique, etc., se fasse réellement dans un sens progressiste. Et c'est pas rare de voir de tous ces élus qu'on va avoir demain, des gens qui ont des relations avec les régimes, qui ont des relations qui posent en photo, etc. À un moment, il va falloir expliquer que les droits de l'homme, le progrès social, il n'a pas de frontières, il est uni. Donc c'est ça l'enjeu. C'est comme ça, je pense, qu'on pourra dépasser. Rapidement. Oui, Hamid Saloui a cité Emmanuel. En fait, c'est Emmanuel van Winchberg, une grande artiste peintre qui est issue d'une grande famille d'artistes peintres. Et elle m'a fait l'honneur de préfacer mon 17e livre de poésie qui va sortir bientôt, La raison déchue. Et je la remercie énormément. On peut l'applaudir. Bravo Emmanuel, bravo Mourad, et c'est une belle chute. Voilà, et à la prochaine. Merci. À très bientôt, et j'espère qu'on boira un coup de soulagement tout à l'heure. On l'espère.